parti. Bonjour Raphaël, Bonjour, bonjour. content de vous Écoutez, voir. aujourd'hui, Alors, je vous laisse vous présenter ce travail que vous allez nous exposer aujourd'hui. pour mon mémoire de fin d'études, j'ai choisi le sujet qui se prénomme l'influence de la disponibilité saisonnière des aliments sur la santé de l'homme moderne. En fait, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, étant beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois que les gens se posent plein de questions sur savoir qu'est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut le manger, quel régime il faut avoir, à quel moment manger. On sait que la qualité, ça importe beaucoup pour les gens, avec l'engouement pour les labels bio. Euh, et en fait, ce que je constate surtout, c'est que la plupart ne parviennent pas à avoir des résultats de santé avec ce qu'ils mangent. Donc, du coup, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui était vraiment important. Et on constate surtout, déjà, on n'a plus de saison. On ne le voit plus dans la nature. On a des hivers de plus en plus doux. On a des étés qui sont ou trop secs ou trop mouillés suivant les régions. Et dans nos assiettes, en fait, on n'a plus du tout de saison puisque finalement, on peut avoir mangé de tout et à tout moment de l'année. Donc, on voit que tout est disponible tout le temps parce que dans un aspect pratique, tout est fait pour nous faire gagner du temps et du confort. On peut commander en ligne, on peut avoir des drives, on peut même se faire livrer directement à domicile sans avoir besoin de bouger. Et finalement, on ne voit plus du tout les produits en réel. On ne les choisit plus. Avant, on les achetait pour l'odeur, pour l'aspect qu'ils pouvaient avoir. Aujourd'hui, on ne les achète plus finalement que pour leur nom. On ne sait plus du tout d'où ils viennent, ni même s'ils sont de saison ou pas. Les aliments, en fait, aujourd'hui, deviennent surtout des produits numériques. Ils sont complètement déconnectés de la nature. Tout est dispo tout le temps et en abondance. Et pourtant, notre santé n'a jamais été aussi fragile que celle de maintenant. Du coup, je me suis posé la question de savoir si la disparition de la saisonnalité alimentaire avait un lien direct avec la santé de l'homme moderne. Et c'est autour de cette question que j'ai choisi de construire mon travail. Donc, comment notre alimentation moderne, finalement, qui est complètement déconnectée de la nature, influence-t-elle notre santé? Et surtout, comment est-ce qu'on peut retrouver un équilibre en se reconnectant à la nature et à notre corps? Donc, en première partie, je voudrais vous parler du fait que ça signifie vraiment le manger de saison. Parce qu'avant de parler de santé, de microbiote ou de nutriments, il faut revenir à une question qui est toute simple. Qu'est-ce que c'est que manger de saison? On nous dit toujours qu'il faut manger sain, manger équilibré, manger de saison, mais finalement, plus personne ne sait ce que ça veut dire exactement. Est-ce que c'est juste une histoire de calendrier? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus profond, un lien biologique entre l'homme et la nature? Et pour comprendre, on va regarder un petit peu comment c'était avant et comment peu à peu tout ça s'est transformé. Donc avant, en fait, on pouvait voir que sur la gauche, essentiellement, les gens ou consommaient directement les aliments depuis leur potager, ou alors ils allaient sur le marché et à ce moment-là, ils allaient directement aux producteurs, souvent qu'on connaissait et qui savaient nous conseiller les produits. Et là, on était sûr de pouvoir manger du local et des aliments qui étaient disponibles uniquement selon la saison. À droite, le supermarché moderne, tout est centralisé en grande surface. On a un confort qui est maximal. On fait ses courses à un même endroit, mais on ne voit plus du tout ni la saison, parce que tout est standard et tout est uniformisé. Aujourd'hui, la saison, c'est visible uniquement si on va sur le marché. Et encore, quand on y va, en fait, on voit certains stands qui vendent des produits des quatre coins du monde qui ne sont plus du tout ni locaux, ni de saison. Et pour tous ceux qui n'ont pas le temps de venir sur le marché, on leur donne encore l'illusion, comme par magie, d'avoir des produits sains avec des enseignes comme tout ce qui est grand frais ou autres, mais qui sont finalement les grands spécialistes des produits venus d'ailleurs. Donc en réalité, la notion d'alimentation a beaucoup changé au fil des années, de par l'évolution de la technologie et du mode de conservation.
On a eu l'apparition des frigos, des congélos dans les années 50 à 80. On a eu surtout l'arrivée de l'industrialisation qui a permis les conserves, les surgelés et surtout les grandes surfaces. Ce qui a changé aussi, c'est la grande pression économique, la mondialisation et surtout le changement aussi au niveau de la structure familiale. Quand les deux parents travaillent, on manque de temps pour préparer à manger, pour faire les courses. Et du coup, c'est pour ça que tout est beaucoup plus facile à acheter directement en grande surface et de façon toute faite. On a cassé en fait petit à petit au fur et à mesure des années tout ce qui était la saisonnalité naturelle. On a coupé les liens entre le producteur et le consommateur, le fait de ne plus aller sur le marché. On a standardisé complètement les assiettes et on a surtout inondé les foyers de produits ultra transformés. Et tout ça dans le but de donner du confort et du temps pour les familles. On est parti en fait des années 50 et même avant à une osmose totale avec la nature, à une déconnexion aujourd'hui qui est totale avec celle-ci, au nom du confort et dans le but d'améliorer la vie des gens. Donc finalement, qu'est-ce qui change entre un produit de saison et un produit hors saison? Les grands paramètres qui changent, c'est leur teneur en nutriments. Naturellement, la composition de nos aliments est adaptée aux besoins de l'homme en fonction de la saison. Aujourd'hui, on trafique complètement les choses pour améliorer la conservation. On ajoute des produits dans les cultures pour pouvoir conserver les aliments plus longtemps, pour pouvoir les faire briller et donc améliorer leur visuel et leur appétence. Et surtout pour pouvoir les transporter et les garder plus longtemps. On récolte aussi beaucoup plus tôt. Et ensuite, on mûrit artificiellement. On les met sous plastique, sous cellophane ou autre. On change même la génétique des plantes pour améliorer le rendement ou la résistance. Les variétés d'aujourd'hui sont encore bien différentes de celles d'hier parce qu'on les a sélectionnées et modifiées, mais aussi parce qu'on a transformé le sol avec tout ce qui est agriculture intensive. On a empoisonné la terre, on l'a appauvrie. Aujourd'hui, cette terre manque cruellement de repos et n'est plus capable de donner les nutriments qu'on attendait avant sur les plantes. Donc, à comparer ces deux produits qui sont parmi les plus consommés pour voir la grande différence entre le de saison et le hors saison. Donc, on a d'abord la pomme, qui est un des fruits les plus traités et qui a aussi le plus de résidus. Et la tomate, qui est cultivée la plupart du temps sous serre et perfusée en tous sens pour sa croissance. Il y a déjà une grande différence en termes de goût, de nutriments et de vertus entre les saisons et le hors saison. Mais si on compare les mêmes produits avec ceux d'il y a 100 ans, il y a encore plus de différences. Avant, les produits étaient beaucoup moins sucrés, mais avaient beaucoup plus de goût, avaient beaucoup plus de nutriments, car on laissait la plante se défendre naturellement contre le stress imposé par la saison, les variations de température, les variations de lumière. Et du coup, finalement, ces plantes avaient une composition totalement différente de celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, même cultivées de façon biologique, on les cultive surtout pour la conservation et pas trop pour la vitalité de la plante en elle-même. Et le plus flagrant encore quand on parle des produits de saison, c'est que finalement, plus personne ne soupçonne aussi aujourd'hui que les produits d'origine animale ont eux aussi une saisonnalité. Avant, on avait le lait et le beurre essentiellement au printemps, quand les animaux pouvaient aller paître au pré. C'était des aliments plus riches en vitamine A et en vitamine E. On avait des œufs pas toute l'année, c'est-à-dire pas l'hiver quand il manquait de lumière. On dit bien coucher à l'heure des poules. Donc les poules, quand elles dormaient plus longtemps, elles ne pondaient pas. Elles recommençaient à pondre à partir du printemps jusqu'au milieu, fin de l'automne. Et la viande, qui aujourd'hui est dispo toute l'année, alors que normalement, elle n'était dispo qu'après la transhumance, une fois qu'elles avaient passé tout l'été dans la nature. Là, seulement, elle devenait disponible. Mais tout ça, on a complètement oublié. Même pour les produits de la mer, avant, on les pêchait surtout en fonction de la reproduction. Maintenant, on fait de l'élevage intensif, comme pour les animaux. Et comme pour nous, les animaux ont aussi une alimentation qui est de plus en plus standardisée et industrielle. Tout ça pour optimiser leur production. Ils ont une vie de plus en plus artificielle,
automatisés et de plus en plus déconnectés de la nature. Et même Sachant que eux en payent le prix sur leur santé. ça a un énorme Pardon. impact sur la qualité de la viande, hein, ce qu'ils mangent, les animaux. On l'a démontré dans plusieurs vidéos, mais c'est absolument vrai. Voilà. Après, les Tout à poules et les fait. canards, ils font pas les transhumances. Mais bon, c'est vrai qu'il y a Ouais, des sujets. ouais, mais Il les y a- poules, voilà. elles pondent les œufs, ouais. Voilà, ouais. Non, mais Mais je voulais parler pour la protéine. Il y avait toujours de la protéine. Mais bon, ça varie en fonction des saisons. Mais c'est très bien, continue. alors ici, on vit en Corse, enfin, je vis en Corse et la transhumance, c'est encore quelque chose de très important. Les pâturages n'existent pas et les animaux passent tout l'été dans le maquis et on les récupère et c'est une grande fête qu'après la transhumance qui vient d'avoir lieu là. Excellent. Donc tout ça pour dire que tout a été fait pour notre confort, pour que ce soit pratique et surtout pour que tout soit disponible et en abondance. Et donc, pour le business aussi. Surtout. Mais ça, on va le voir après. Mhm. Du coup, en quoi ces aliments de saison influencent-ils notre santé? Alors maintenant qu'on a vu l'influence de la saison sur la qualité de nos aliments, on va voir en quoi ils influent sur notre santé, notre biologie et sur l'écosystème qui vit en nous, notre microbiote. On sait aujourd'hui que c'est lui qui gère notre immunité, notre métabolisme et surtout notre résilience, c'est-à-dire notre capacité à nous adapter aux maladies, aux changements. Donc voyons comment en fait il s'est modifié au fil du temps et de notre alimentation. Donc tout comme notre alimentation, notre microbiote s'est considérablement transformé en l'espace de quelques générations. Avant les années 50, le microbiote était au top, la résilience était au top. Par contre, on avait un gros risque infectieux parce qu'on avait très peu d'antibiotiques. Entre les années 50 et les années 80, on a commencé à avoir une alimentation qui était un peu plus stérile, un peu plus raffinée. Et là, on peut observer les premières modifications du microbiote et surtout les premiers signes d'allergie et d'intolérance. Entre les années 80 et les années 2000, on a accéléré la mondialisation et du coup, on a eu une explosion des produits ultra transformés. On a eu une grosse diminution de la consommation des fibres et surtout une grosse augmentation de la consommation des antibiotiques. Et du coup, c'est les premiers débuts de la dysbiose et les montées des maladies métaboliques, auto-immunes et inflammatoires. Aujourd'hui, la situation est de plus en plus critique. On a perdu définitivement des souches protectrices de notre microbiote. On consomme toujours moins de fibres, encore plus d'antibiotiques. Et du coup, c'est l'explosion de tout ce qui est cas de diabète, obésité, dépression, fatigue chronique et même tout ce qui est maladie mentale. Et si rien en fait ne change, on peut s'attendre à ce que on ait une standardisation complète du microbiote et surtout une dépendance totale de celui-ci aux compléments probiotiques et tout ce qui est artificiel et pharmaceutique. Autrefois, notre microbiote était façonné par la nature et les saisons, et maintenant il est complètement standardisé, de plus en plus dépendant de l'industrie pharmaceutique. Donc on vient de voir que, tout comme notre alimentation, notre microbiote a été appauvri et sacrifié au profit de notre confort. Mais la modernité a aussi profondément modifié et perturbé notre rythme circadien. On mange de tout, à toute heure, on vit de plus en plus sous une lumière artificielle, les écrans, les téléphones. Aujourd'hui, notre mode de vie est complètement déconnecté et il perturbe complètement notre rythme circadien. Et donc nos hormones, notre sommeil, notre énergie et même notre digestion. En résultat, on a une désynchronisation hormonale. On le voit avec l'insuline et le cortisol. On a une inflammation qui est chronique et on a une perte de la diversité microbienne. Bref, la modernité a débranché notre biologie du jour, de la nuit et du vivant. En moins de 100 ans, nous sommes passés d'un microbiote qui était riche, varié et stimulé par une alimentation vivante, locale, et surtout par un environnement plein de bactéries, à un microbiote qui était complètement standardisé, affaibli, fragile et aseptisé. Résultat, il ne nous protège plus du tout, et c'est l'explosion de tout ce qui est maladie métabolique, auto-immune, inflammatoire et même dépressive. En somme, moins nous vivons en connexion avec la nature, et plus nous sommes fragiles et exposés à la maladie. Donc, on a vu l'impact de l'alimentation et des saisons sur notre alimentation. On a vu l'impact de notre alimentation sur notre microbiote et sur notre résilience.
Maintenant, on va voir que si on a perdu en fait ce lien qui nous unissait avec la nature, c'est pas un hasard ni une volonté d'améliorer uniquement notre confort et notre cadre de vie, car derrière la modernisation, il y a aussi des choix politiques, économiques et industriels. Depuis plus de 40 ans, on nous répète les mêmes messages. Manger des féculents, manger des produits allégés. Et là aussi, on a essayé de faciliter les choix avec l'instauration de recommandations, qui sont d'ailleurs toujours basées sur une population d'après-guerre. On a essayé d'instaurer un Nutri-Score, on a essayé d'instaurer des labels. Mais tout ça, ça a des limites. Les recommandations d'hier et qui sont encore en vigueur aujourd'hui, elles sont plus adaptées à notre population. On a des fausses informations dues à des connivences entre les chercheurs et les labos. On peut citer Ansel Keys là-dessus. On a un Nutri-Score qui est aberrant pour beaucoup de produits transformés. On peut trouver des produits complètement transformés et pas du tout bons, qui ont des meilleurs Nutri-Score qu'une huile d'olive fabriquée de façon locale, extra vierge. On a aussi une loi Egalim qui était plutôt bonne sur le principe, mais qui est très mal appliquée, surtout dans les écoles où on est censé avoir plus de produits bio, plus de produits locaux, et finalement, ils ont appliqué ça de façon à mettre des produits ultra transformés. Et même si l'intention finalement de départ était bonne, la réalité et la pression économique est tout autre. Les laboratoires pharmaceutiques et les industries agroalimentaires ont trop de pouvoir et aussi mettent trop de pression sur le système. Ils ont malheureusement beaucoup trop d'importance dans notre économie pour ne pas être favorisés. Et on l'a vu encore récemment, là, il y a quelques jours, avec l'adoption du budget de la Sécu, où même tout ce qui est Nutri-Score, on a essayé de favoriser encore plus les aliments soi-disant bons. Mais les industriels ont déjà pris de l'avance et reformulé pour pouvoir vendre mieux et améliorer leur score. Ouais, on a Notre aliment, l'aberration du fromage bleu qui est classé D et vous avez un Coca Light qui est classé B, par exemple, pour imager ce que vous dites. Voilà. ils remettent des Continuez. protéines de poids qui améliorent un peu le score et qui finalement n'apportent rien pour l'organisme. Non, ouais, puis ils réfléchissent toujours en termes quantitatifs et pas en termes qualitatifs. C'est ça le problème. Et ça, on en a parlé dans notre vidéo quand on dénonçait le réductionnisme en nutrition. Je vous laisse continuer. C'est pas grave. Donc notre alimentation est aujourd'hui pratique, mais elle est surtout politique et économique, et certainement pas physiologique. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le marketing qui rythme notre alimentation. Il est omniprésent à tout âge, on le voit bien chez nos enfants, ou entre deux dessins animés, on retrouve tout ce qui est pub pour les céréales. On va avoir les chocolats pour le calendrier de l'Avent, les bonbons pour Halloween, et toutes sortes de mauvaises choses. On a des packagings de plus en plus trompeux, où ils ont des belles couleurs vertes, où on met en avant des pseudo-bénéfices. On a surtout créé des faux besoins avec des aliments enrichis en protéines, enrichis en vitamine D, qui permettent de baisser le cholestérol. On a surtout beaucoup plus de produits transformés et de moins en moins de nutriments dedans. Résultat, on consomme de moins en moins de vrais aliments entiers et nos choix, ou plutôt l'illusion du choix, sont dictés par le marché plutôt que par nos besoins physiologiques. On a complètement perdu le contrôle de notre alimentation et donc une partie de notre santé. Et pendant qu'on parle de revenir aux valeurs du bio, du local et du durable, la réalité économique, elle va dans le sens inverse. On le voit bien avec les accords commerciaux et les choix politiques pour plus de profit et de maintien de notre économie. On voit avec tout ce qui est Mercosur, etc., qui est passé au printemps, mais ça permet surtout de tuer nos agriculteurs locaux qui ne peuvent pas suivre. On entretient la dépendance aux importations et donc aux politiques étrangères. On fragilise notre santé, notre identité et surtout notre indépendance. Et on accentue encore plus la déconnexion entre nos assiettes, nos saisons et notre santé. Et donc finalement, on a vu que notre santé dépendait uniquement de notre connexion au vivant et à la nature, et que malgré les choix politiques, économiques ou industriels, il n'y appartient qu'à nous de choisir notre orientation. Et si en fait la modernité, c'était de revenir à l'essentiel, moins de facilité,
moins de confort, mais plus de connexion à la nature et vers une meilleure santé. Et voilà. Donc moi, dans ce sens-là, je vais abonder, hein. Vous parlez du Mercosur. Euh, je pense que les paysans doivent comprendre aujourd'hui que d'aller manifester dans la rue et d'aller brûler des choses devant les, euh, les parlements ou que sais-je, ou les ministères, j'ai vu une très belle initiative cette semaine et ça se fait, je crois, dans le Nord. C'est quelqu'un qui produit des pommes de terre. Alors, au lieu de s'embêter à vendre ça à des intermédiaires, il donne rendez-vous au travers Internet est un outil magnifique. Il donne des rendez-vous ponctuels à des gens et ces gens viennent acheter directement les pommes de terre au camion. Résultat, il vend ses pommes de terre à 48 centimes d'euros directement aux gens. Donc, on a un double effet en fait. C'est-à-dire que d'un côté, le paysan s'y retrouve et de l'autre côté, le consommateur consomme de la qualité et pas à des prix de dingue. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire aux gens d'aller consommer bio, c'est super. On peut leur dire d'aller consommer de qualité. Mais aujourd'hui, on a des tomates qui sont au prix de la viande quand on va dans ces genres de magasins. Et donc, dans la situation économique dans laquelle on est, j'appelle souvent un retournement. Et je pense que il y a des ingénieurs qui l'ont fait avant moi, hein. Je pense à Burgeot et sa femme. Enfin voilà, ils, il faut absolument qu'on se réapproprie les choses et que l'on commence petit à petit à nous organiser entre nous. Il faut plus demander à l'État qui, comme vous l'avez dit, je pourrais vous citer tout un tas de gens hein, qui dénoncent cette propagande et surtout ces guerres alimentaires. Hein. C'est une guerre. Hein. Au final, il y avait une dame qui parlait des guerres contre les peuples et je pense que ça m'est une. Et si nous, à ce niveau-là, on est conscient qu'il y a une guerre contre notre santé, contre notre famille, vous le disiez tout à l'heure, parce que pour joindre les deux bouts, on est obligé de faire travailler les deux, et donc de manger les deux par an, j'entends, et donc de manger de manière industrielle. Je pense qu'à ce moment-là, il y a peut-être une prise de conscience à avoir, et peut-être qu'il faut, nous, à notre niveau, commencer à réfléchir en dehors de la boîte et commencer à voir comment nous, on peut se rapproprier les choses et comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, euh, trouver des solutions durables qui vont être bénéfiques pour notre santé, qui vont être bénéfiques pour notre économie. Et peut-être que ce sera le début d'une vraie, entre guillemets, j'aime pas le mot révolution, mais d'un vrai retournement et je pense que la santé, ça en fait partie. En fait, moi, je vois toujours les choses de manière holistique. Tout est absolument lié. On ne peut pas dissocier la santé de l'alimentation. On ne peut pas dissocier le bien-être de la famille de la santé. On ne peut pas. Tout est absolument imbriqué. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse de manière globale. Et je trouve que cette présentation que vous avez faite aujourd'hui, ben, elle est juste exceptionnelle parce que brièvement, hein, vous avez juste énoncé les choses hein, sans aller trop en profondeur. On peut voir, on peut faire le constat et se dire, mais jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller et qu'est-ce que nous, on est prêt à accepter pour rester en société, entre guillemets. J'appelle pas, moi, aux gens à complètement se retirer de la société, mais j'appelle à consommer autrement, j'appelle à vraiment voir les choses de manière différente et de vraiment nous organiser entre nous. On a tous des petites réponses à apporter. On a tous des petites solutions dans nos coins. Et en nous unissant, je pense qu'on pourrait voilà, modifier pas mal de choses et pas mal de biais et de travers que vous avez dénoncés aujourd'hui. Alors Vous moi, je vois un pourriez... constat. Ça fait 4 mois que je suis en Corse et je viens du Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, bon, il y a beaucoup de production de pommes de terre. La plupart des producteurs, d'ailleurs, vendent pour McCain, donc vendre au rabais. Il se développe de plus en plus de petites fermes, euh, d'associations en fait d'agriculteurs qui vendent comme ça, mais les marchés, il y en a de moins en moins. Et depuis que je suis arrivée en Corse, ici déjà, la mentalité n'est pas du tout la même. C'est d'ailleurs la seule région quasiment au monde où McDo n'existe pas. Ici, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de grands frais, il y a pas de grande distribution comme ça. Il y a des grandes surfaces, mais finalement, les Corses n'y vont pas parce que les produits sont trop chers et importés. Par contre, on voit là en ce moment, vous avez en fait, les agriculteurs vendent à ce qu'on appelle à la sauvette, c'est-à-dire qu'ils ont des petits stands sur des ronds-points un peu partout, et puis ils vendent les produits qu'ils font. On le voit bien là en ce moment avec les clémentines. Vous allez
trouver aucune grande surface finalement en Corse qui va vendre des clémentines de Corse, qui pourtant est un produit exceptionnel et local. Ils vont vendre de la clémentine d'Espagne, de la clémentine bio et tout ce que vous voulez, mais ils ne veulent pas vendre de la clémentine corse parce que c'est trop cher. Par contre, vous la trouvez au double du prix au kilo que ce que vous allez pouvoir trouver directement au producteur à la sauvette, qui va vous vendre son petit filet qui n'est pas traité ni quoi que ce soit, mais il vous le vend sur un rond-point. Et ça, je l'avais jamais vu en fait. Ici, les gens se battent vraiment enfin, corps et âme pour garder leur terroir et le mettre en avant. Ils ont absolument raison. Et moi, je les félicite pour ça. Et moi, pareil, hein, je viens d'une famille marocaine. C'est pareil. Vous voyez tout un tas de petits producteurs, de gens qui ont des petites parcelles, des choses, qui vendent devant leur terre et qui, ouais, je veux dire, en termes de goût, de fraîcheur, etc. Vous le disiez tout à l'heure. Il faut savoir qu'un aliment, je veux dire, dès qu'on le cueille, le lendemain, il a déjà perdu une cinquantaine de pourcents de ses micronutriments. Et ça, c'est super important à comprendre. Alors, quand on a des aliments morts qui sont là en étal, et on ne sait pas depuis combien de temps ils sont là et combien de temps ils ont voyagé et combien de temps il a fallu pour qu'ils arrivent dans mon assiette, il y a un moment donné, oui, ça, je veux dire, voilà. Et les gens doivent comprendre que manger bien et manger sain, c'est pas forcément cher. Il faut juste réfléchir en dehors de la boîte, ne pas se contenter d'aller dans des magasins comme Grand Frais, etc. Et peut-être rechercher sur Internet. Moi, exemple, je vais chercher mon agneau pas loin, ici à Sceaux. Je ne sais pas si vous connaissez le Vaucluse. Pas du Bon, tout. il me faut à peu près 1 heure pour y aller. Mais j'y vais, je commande ma bête, on me la prépare et puis je la prends. Et puis cette bête, je sais qu'elle a mangé que les aliments qui poussent dans la ferme et que cette bête, elle a été élevée sous sa maman, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'agneau qui est importé d'Espagne ou de je ne sais où. Donc voilà, Et je me c'est bats pour. faisable. Les gens ne savent plus cuisiner aujourd'hui. Ils veulent du tout fait, du rapide, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Ouais, Et moi, c'est ce que j'essaye de démontrer sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut cuisiner rapidement avec des produits frais sans se ruiner et ouais. gagner en qualité de vie, quoi. Et puis il y a le batch cooking, hein. Si on est occupé, on peut le dimanche C'est prendre ça. 2 heures, cuisiner pour la semaine, mettre ça dans des conteneurs, foutre ça au congélateur, et puis le soir, on a juste à décongeler. Parce qu'acheter des plats cuisinés, mais c'est un suicide. C'est un suicide. Mais Et c'est je hors de connais prix énormément aussi. de Les gens gens qui... se rendent. Dans les plats tout faits, c'est quand vous regardez les prix, c'est hors de prix par Mais rapport il à la faut regarder le quantité. prix au kilo, en fait. Les gens ne le regardent pas. Si vous regardez le prix au kilo, mais vous vous dites, c'est dingue. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez acheté à ce prix-là? C'est ça. En fait, on paye cher pour se défoncer la santé au final. Ouais, Voilà. et puis après, le gros problème aussi, c'est que les médicaments sont remboursés en France. Si on n'était pas remboursé comme les États-Unis, on serait certainement beaucoup plus proactif sur notre santé et on chercherait des solutions avant de tomber malade. Parce que là, aujourd'hui, c'est facile. On vous donne des médicaments et tout, et vous avez l'impression que tout est gratuit parce que tout est pris en charge. Rien n'est On gratuit. a le luxe de soigner gratuitement et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Du coup, pour eux, c'est pas grave en fait. Si ça va pas, s'ils ont un diabète, eh ben, on va leur redonner un médicament. Donc, tout va bien. Ouais. J'étais pharmacien avant, donc enfin, j'étais plutôt caissière en médicaments, quoi. Enfin, les gens Ouais. font leur liste de courses chez le médecin et puis ils arrivent et ils avalent leurs médicaments tout en étant contents. En plus, ils ont l'impression, quand on leur enlève un, que c'est pas normal. Et là, on se rend compte que la boucle est bouclée, c'est que les mêmes qui produisent les engrais et les pesticides, ce sont les mêmes qui vendent les médicaments. De là à penser que C'est c'est ça. voulu, on pourrait presque devenir complotiste. Moi, je le suis déjà. J'ai déjà été converti, moi. Donc, du coup, voilà. Ben, écoutez, moi, Je viens d'une longue famille de médecins et de pharmaciens et je suis bien revenue de tout ça, ouais. même On n'est si pas j'ai contre, encore hein, on besoin n'est de pas contre médicaments. traiter l'urgence, c'est pas un problème. Mais ce qu'il faut, c'est traiter le fond et faire de la prévention active, comme vous le dites. Et la prévention active, c'est pas genre aller faire des analyses, chez le médecin. C'est prendre en charge sa santé, c'est prendre en charge tous les paramètres de notre vie pour faire en sorte que l'on puisse vivre autrement. Voilà, c'est Et la pour nos conclusion que je enfants, ce fais. sera d'autant plus parlant qu'ils seront malades malheureusement beaucoup plus jeunes.
Ah oui, puis ça se transmet en plus génétiquement, hein. Vous savez, vous avez le professeur Vélo, il n'y a qu'à aller voir ses vidéos sur l'épigénétique. Le professeur Vélo l'explique très très bien ça. Ça se transmet de génération en génération, la génétique se modifie. Et c'est ça l'impact de l'exposome. C'est-à-dire que vous allez impacter votre santé et la santé de votre descendance. Au fur et à Ouais, mesure, mais la génétique, le microbiote, vous l'avez très bien exposé, tout ça, ça se transforme. Et tout ça, ça se Mais modifie vers le on a bas. perdu en savoir-faire. On ne sait plus faire un potager, on ne sait plus faire la cuisine, on ne sait plus reconnaître un produit de saison, on ne sait plus comment conserver les aliments, faire des bocaux et des choses comme ça. C'est quelque chose qui est encore à peu près fait sur ma génération, mais si on ne le transmet pas à nos enfants, on ne peut pas leur demander de savoir le faire demain sans nous. Eh bien, c'est une très belle C'est la conclusion. responsabilité de chacun. Je pense que c'est c'est la conclusion qu'on va faire aujourd'hui. Il faut absolument que, surtout les jeunes générations, il faut qu'elles s'y mettent. Il faut qu'elles comprennent qu'ils ne peuvent pas juste voilà, dépendre du système. Il faut absolument commencer à réfléchir en dehors du système. On est tout Ça bon? marche. On est tout Bon, bon. on se retrouve plus tard pour la suite. D'accord? OK. Eh Merci ben, merci beaucoup pour cette beaucoup. Bonne... intervention et on se dit à très vite. À très vite. Au Au revoir, revoir. merci.